Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en ce dimanche 8 février. Voici les titres de l'actualité. À Paris, le Monaco Rugby Sevens est passé tout proche d'un deuxième titre de champion de France en s'inclinant en finale face à l'Union Bordeaux-Bègles. Une de nos équipes était sur place. Sur un petit nuage, Valentin Vachereau et toute la fédération monégasque de tennis savourent la belle victoire d'hier à Astana en Coupe Davis. Nous recevrons la présidente de la fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy. Une soirée givrée, les adolescentes de la Principauté se sont régalées hier sur la patinoire avec la Ice Party. Et pour refermer ce journal du 7e art, Sous le soleil de Satan sera sur grand écran au Théâtre des Variétés mardi prochain. Le directeur de l'Institut audiovisuel nous livrera les détails de ce film récompensé à Cannes. Mais d'abord un mot de football. Le derby de la Côte d'Azur vient de se terminer. Les Monégasques ramènent un point précieux de l'Alliance Riviera après une rencontre tenue et un match nul qui récompense les efforts de la défense des Rouges et Blancs. Toujours en bref, le Prince Albert II a rejoint Arnaud Alessandria après sa descente hier. Le skieur a décroché la 31e place alors qu'il était en convalescence il y a encore 6 mois. Une performance encourageante. On écoute le souverain. Je suis très fier de ce qu'il a fait, très heureux qu'il puisse goûter encore à ces moments olympiques, à ces joies olympiques. Et puis c'est de bon augure, j'espère, pour le Super G dans quelques jours. Rendez-vous donc pour le Super G mercredi 11 février. En rugby à 7, le Monaco Rugby Sevens est passé tout proche d'un deuxième titre de champion de France hier à Paris, la Défense Arena. Après avoir dominé Montauban en quart de finale, puis Montpellier en demi, le MR7 a échoué de peu en finale avec une défaite 19-10 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Frédéric Elion et Jérémy Henry ont suivi ce tournoi pour nous. Frédéric, ce dernier match laissera forcément des regrets. Oui, effectivement, ça aura beaucoup de déceptions. On est d'ailleurs dans les vestiaires du Monaco Rugby Sevens avec l'entraîneur de cette équipe, Fabien Camin. Fabien, on a vu forcément des larmes à la fin là, de cette finale face à l'UBB. C'est quoi le premier sentiment à chaud? J'imagine que la déception est immense. Oui, la déception elle est forcément immense parce que cette finale, on la domine, j'ai envie de dire. On doit la tuer bien plus rapidement. Après, c'est la dure loi du sport, la vérité du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, ça s'est joué à des détails. Ces détails, ils n'ont pas été en notre faveur. Et donc forcément, beaucoup de frustration, on reste compétiteur. Et puis, on aurait aimé ramener le titre en Principauté. Où est-ce que vous la laissez filer, selon vous, cette finale? Sur cette première mi-temps, vous avez quasiment tout le long le ballon sans concrétiser, ou sur cette touche-là à la fin, à 1 minute que vous perdez alors qu'il y avait peut-être l'occasion d'aller emporter ce match? La première mi-temps, oui, on peut scorer, on doit scorer un peu plus. Après, quand je parlais de détails, la touche en est un placement, respecter des fois un peu plus le plan de jeu, mais aujourd'hui, je pense que les garçons, ils se sont donnés à 200%. Une équipe qui a été créée en 15 jours, donc ça a été très chaotique pour composer cette équipe avec des joueurs qui ont tout donné et je suis vraiment très fier d'eux. Vous en avez un peu parlé, un mot sur ce groupe justement, c'est vrai qu'il y a des visages connus qui n'ont pas pu être là, je pense à Gaspard notamment, Lali, voilà, comment vous avez fait en si peu de temps pour monter un peu cette alchimie là? C'est vrai que la finale, plus de 6 mois après les étapes, même l'année d'après, ça reste assez particulier. Et puis le World Series 2 a été déplacé, il devait y avoir les mêmes joueurs et puis il faut s'adapter. Ça fait partie de notre rôle aussi de s'adapter, donc reconstruire une équipe, 4 joueurs de cet été qui composent cette équipe pour la finale, donc reconstruire une alchimie, faire adhérer les joueurs à ma vision, mon plan de jeu, aux valeurs du club aussi, et puis je pense que c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait et il manque un petit truc, quoi. J'imagine c'est très dur de voir le verre à moitié plein, mais si on fait l'analyse globale, il y a 2 tournois remportés cet été, une finale, là un nouveau titre de vice-champion de France. Alors ça fait 3 finales en 6 ans, j'imagine que ça ne te satisfait pas parce qu'il y a un titre, mais quand même, c'est quand même un sacré parcours pour le Monaco Rugby Sevens dans cette compétition. Oui, cet été, on gagne pour la première fois la première étape du Super Sevens, on enchaîne 11 victoires sur les 12 matchs de la compétition estivale. Et puis on arrive en finale du Super Sevens, donc en finale de la finale. Je crois que le bilan il n'est que positif. On voit que le rugby monégasque se porte bien. Et puis le Monaco Rugby Sevens, et on peut toujours compter dessus aussi, tant sur les étapes estivales que pour la finale.
Fabien, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais, c'est pas facile. Et nous, on va écouter bien les réactions de d'autres joueurs de cette équipe. Déçu pour l'investissement qu'on y met, pour l'investissement que tout le monde y met. Déçu pour les gars de cet été parce que c'est la même aventure. Ouais, là c'est de la déception, mais c'est du positif parce qu'on a la chance de pouvoir jouer là, de porter fier les couleurs de Monaco et de batailler à chaque fois pour aller chercher des gros tournois, des places en finale et ça va payer. Donc voilà, il faut qu'on continue là-dessus et l'avenir va être beau et voilà, la dynamique elle y est. Mais maintenant à l'année prochaine. Hein. Franchement, c'était une expérience incroyable avec des mecs incroyables. Le dénouement à la fin, bien sûr, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais ça arrive, c'est le sport de haut niveau, ça se joue à quelques détails. Quand tu vois ce que vous êtes capable de faire avec 15 jours, j'allais dire, de vie en commun, ça donne envie de revenir après quoi. Ouais, carrément. Franchement, c'est très enthousiasmant. Je pense que ça peut que être bénéfique pour la suite et très très encourageant. J'ai envie de dire quand même fier parce que je pense qu'on fait une saison 2025-2026 où on fait 4 x 3, 12, plus 3, 15 matchs, on perd que 2 matchs. Malheureusement, on perd le plus important. Donc de la fierté, mais bon, forcément beaucoup de déception parce que j'aurais, comme tout le monde, j'aurais aimé une meilleure fin. Voilà, c'est le jeu, c'est le sport. Et on verra plus tard ce qui peut se passer. Et j'espère qu'on aura l'occasion, avec ce maillot de Monaco, de refaire une finale et de gagner. Direction à présent Astana où Monaco a réalisé une vraie performance hier en Coupe Davis. Valentin Vachereau est venu à bout du numéro 10 mondial kazakh Alexander Bublik après que la paire Arnaud-Donis a donné l'avantage à la principauté. Résultat, Monaco a validé son ticket pour le tableau final du groupe 1 en septembre. Notre envoyé spécial Christophe Paco fait le point avec la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoinette de Massy. Pari tenu, en tout cas, et cette qualification signé en plus Valentin Vachereau à la fin, c'est un symbole pour Monaco. Oui, eh bien, en effet, je vous avais dit que j'avais confiance en mes joueurs et que c'était tout à fait faisable. Et voilà, ça a été fait. Pari remporté. Avec une équipe de double qui a joué sa partition à merveille comme d'habitude, avec des scores très serrés, que ce soit pour le simple ou pour le double, des scores toujours avec un tie-break à la fin. Ça, c'était bon pour le suspense. Oui, on a eu 5 tie-breaks aujourd'hui. Donc 3 tie-breaks sur le double et les 2 tie-breaks sur le simple de Valentin, donc journée intense en émotion, des matchs très excitants et c'est une vraie rencontre de Coupe Davis comme on les aime. On dit toujours qu'il faut des grands joueurs dans notre équipe, on les a, que ce soit en double ou en simple, c'est des joueurs qui ont gagné des Masters 1000, qui savent ce que c'est. Oui, nos 3 joueurs qui ont joué sont les tenants de Masters 1000 de titres, que ce soit Valentin à Shanghai et Romain Arnaud en double chez nous en 2025 et Hugo Nice à Rome. Oui. Donc, et ça, ce sont des exploits sportifs. C'est vrai que le simple est plus médiatique, donc des gens peut-être parlent plus de Valentin, mais ce sont à chaque fois des Masters 1000 qu'ils ont gagnés. Donc, ce sont vraiment des exploits sportifs. Et chacun d'entre eux ont marqué l'histoire de notre fédération. Hugo, en étant le premier joueur de notre fédération, a gagné un Masters 1000 en double. Et Romain, étant le premier joueur de notre fédération, a gagné chez nous à la maison. Et puis Valentin, le premier, a gagné en simple. Ce garçon, Valentin Vachereau, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Il est tellement sûr de son jeu. Une grande fierté. Pour moi, Valentin, oui, je dirais surtout une grande fierté. Ce qu'il a fait, mais pas que tout le monde parle de son exploit à Shanghai, mais déjà en 2024, il avait atteint un niveau de jeu assez impressionnant et malheureusement, il a eu une blessure qui l'a empêché de jouer pendant 6 mois. Et bon, malheureusement, il n'a pas pu bénéficier vers la fin du classement protégé, donc il est tombé dans le classement. Mais si je repense à Roland Garros en juin 2024, il a passé les 3 tours de qualif et il a eu un match quand même très serré, enfin sur 4-7 au premier tour contre Davidovich Fokina. Oui. Donc on voyait déjà qu'il avait un gros potentiel. Ce qui vous manque, c'est pas un secret depuis la retraite forcée de Luca Catarina, c'est ce fameux numéro 2. C'est pas simple, là vous avez un tout petit jeune qui aurait presque pu jouer, évidemment 5e match si besoin, le fils d'Ivan Lubicic que tout le monde connaît. C'est donc le petit Leonardo Lubicic. C'est ça aujourd'hui, la philosophie du club, c'est de faire grandir ceux qui ont 17-18 ans?
Alors, j'ai souhaité développer vraiment notre structure junior au sein de la Fédération monégasque de tennis. Nous avons évidemment au Country Club l'école de tennis, donc pour les enfants qui souhaitent apprendre le tennis ou les parents qui veulent mettre les enfants. Nous avons pour les tout petits, également avec une professeure de tennis, Valérie Albaré, qui est spécialisée pour vraiment les tout petits, de 3 à 7 ans. Et puis nous avons vraiment plusieurs professeurs, plus les écoles de tennis et le multi-activité pour les enfants. Après, à la Fédération monégasque de tennis, nous avons une structure vraiment, on va dire, plus professionnelle sur des enfants qui sont les futurs, disons, les espoirs du tennis monégasque et qui ont les entraînements nettement plus durs que les autres. Et donc Leonardo sort notamment de cette structure. Nous avons 2 U18, donc Leonardo est un d'entre eux. Et nous avons des U16, U14, U12, que je salue chaleureusement et nous pensons toujours à eux quand nous sommes en déplacement en Coupe Davis. Et ils font déjà partie complètement de notre famille fédérale. Pour être très clair, vous misez sur un numéro 2 Made in Monaco, qui sera biberonné à l'école monégasque, si je peux me permettre. Leonardo, par exemple, alors certes, il porte le nom de famille de son père, mais il a été à l'école toute sa vie à Monaco. Il chante l'hymne national monégasque en monégasque à tue-tête. Pour lui, c'est son pays, c'est le seul pays dans lequel il a vécu, il a grandi. De nouveau, il est allé à l'école, donc c'est vraiment, je pense, le cas particulier de Monaco où nous avons des personnes qui sont nées, qui ont été à l'école, qui se sentent complètement monégasques, même s'ils n'ont pas le passeport. Cette victoire de l'équipe de Monaco ici au Kazakhstan, au pays de Bublik, à Astana, avec un pays où Bublik était devant son public à fond, à 100%, c'est quoi? C'est le devoir accompli ou c'est la fierté d'une présidence? C'est assez extraordinaire, avec notre tout petit territoire, le plus petit pays à être membre de la Fédération internationale de tennis et à jouer la Coupe Davis et de battre le Kazakhstan qui était dans les sélections des finales, disons ce qui s'appelait auparavant le groupe World, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a battu certaines des plus grandes nations, qui a battu d'ailleurs le Portugal, qui nous a malheureusement battu l'année dernière. Et donc une grande fierté de voir que nous portons haut les couleurs de Monaco. Il y a eu Chypre. Il y a eu le Kazakhstan et ma dernière question, évidemment, c'est l'avenir. Ça me semble très loin quand même, le mois de septembre. C'est même trop loin pour le plaisir que nous avons à commenter sur Monaco Info vos rencontres, Madame la Présidente. C'est de jouer à la maison, peut-être votre souhait, ou à l'extérieur, qu'importe, d'aller le plus haut possible. Et tout le monde le répète dans votre équipe, de soulever un jour le saladier. Ça, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire le trophée de la Coupe Davis. Gagner la Coupe Davis, oui, c'est vraiment un rêve d'enfance. Et je leur dis assez régulièrement, et j'espère qu'ils croient assez en eux pour y arriver. En tout cas, moi, je crois en eux et je crois sincèrement qu'on peut un jour gagner la Coupe Davis et la ramener à la maison. Bonne continuation. On se retrouve au mois d'avril déjà. Absolument. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir été ici avec nous. C'est vraiment important. Et à toutes les personnes qui ont suivi depuis Monaco cette rencontre si excitante. Et bien sûr, nous nous retrouvons pour le Rolex Monte Carlo Masters en avril. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Retour à Monaco pour évoquer cette fois un sport d'un autre temps inspiré du Moyen-Âge. L'association internationale de combat médiéval Magna Carta a organisé hier une grande rencontre de Béour. Au total, 25 équipes venues de France, d'Espagne ou encore d'Italie se sont affrontées en armure historique sous le chapiteau de Fontvieille. Un spectacle impressionnant auquel ont assisté Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Paolini. Casqués, protégés par des armures historiques, les combattants s'affrontent à 7 contre 7. Un sport inspiré du Moyen-Âge qui mêle performance physique et passion pour l'histoire, avec un objectif clair, transmettre et faire vivre le patrimoine médiéval. La dynastie Grimaldi s'est construite au fil du Moyen-Âge, puis aux époques qui ont suivi, donc forcément c'est logique de retrouver nos racines au travers des combats en armure. Voilà. Donc c'est aussi les valeurs de la chevalerie. Je pense que c'est tout à fait logique de vouloir continuer à les perpétrer en obéissant à une monarchie. Voilà. Et puis on est toujours dans l'ADN monégasque parce que ça reste du sport avant tout, avec des valeurs de partage, des valeurs internationales qui sont toujours prônées par la principauté. Des épreuves impressionnantes, une immersion totale hors du temps, l'intensité est bien réelle et le niveau élevé. Dans les tribunes, petits et grands découvrent un univers hors du commun entre fascination et émerveillement. Je vois des chevaliers qui se battent.
Ils veulent gagner avec des différents pays. C'est cool, c'est amusant et ça fait un peu peur. C'est une manifestation originale et on a la chance d'avoir à Monaco une équipe. Et c'est toujours quelque chose de sympa d'avoir des événements différents. Et le football, le basket et le tennis, qu'on va dire. Si le combat est rude, la sécurité reste une priorité. Chaque arme est strictement contrôlée, ne doit pas dépasser 2 à 3 kilos. Presque tous les coups sont autorisés, mais des règles précises encadrent les affrontements. On a le droit de taper toutes les zones du corps, sauf la nuque, l'entrejambe, les pieds et derrière les genoux. Ensuite, pour gagner un combat, il faut mettre l'équipe adverse au sol. Et on a une suprématie lorsqu'on atteint 3 combattants versus 1 ou 6 combattants versus 2 dans ce format. Donc le combat s'arrête par les arbitres et c'est gagné. C'est l'adrénaline. Et puis il faut la maîtriser parce qu'on a envie de se laisser emporter. Le cardio il monte très très vite, donc il faut maîtriser ses émotions. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Enfin, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas se rendre compte de ce que ça fait. Ouais. À l'issue de cette rencontre, c'est l'équipe italienne qui s'est imposée. Les combattants se tournent désormais vers la suite. Retour à l'entraînement avec en ligne de mire la prochaine compétition prévue en Bourgogne. Bravo donc à nos amis italiens. Une expérience tout aussi unique, mais cette fois sur la glace. Les jeunes de la Principauté avaient rendez-vous hier soir à la patinoire pour l'Ice Party. DJ, animation, ambiance lumineuse, la mairie a réuni tous les ingrédients pour une soirée inoubliable. Théo Schumer et Arnaud Imbert ont chaussé les patins. Voyez leur reportage. Elle était attendue par les jeunes de Monaco, l'Ice Party, une fête où la patinoire leur est entièrement réservée pour un soir de 19h à 23h. Une idée que la mairie est allée rechercher dans le fond de ses tiroirs au moment où la glace a fait son retour au stade nautique Régnier 3. C'est une ancienne idée du projet communal junior qui a déjà quelques années, qui a été remis au goût du jour avec le retour de la patinoire à Monaco pour faire une Ice Party, donc une soirée dédiée aux jeunes, où on leur offre un DJ et de quoi venir faire la fête avec de quoi manger. De quoi manger, ça, les jeunes l'ont bien compris. À 20h, la file d'attente ne désemplit pas devant la tente où se dégage une irrésistible odeur de hot dog, inclus dans le tarif d'entrée de 20 €. C'est un pari gagnant et ça vaut le coup de s'extraire un petit moment de la glace. Pour les autres, l'ambiance continue. La mairie a fait appel à un DJ pour animer la soirée, ce qui encourage certains à s'essayer à de belles figures, plus facile pour ceux qui s'y connaissent. Tu es du skating club de Monaco ? Oui, à Monaco. En quelle section ? Je suis dans la deuxième heure avec les plus professionnels, on va dire. Tu veux nous faire une petite démo, nous montrer ce que tu sais faire ? Oui. Allez, vas-y, on te regarde. Et avec un peu d'élan, la magie du patinage artistique opère. Avec Isabelle, plus d'une centaine d'enfants se sont pressés avec le sourire à cette Ice Party, l'une des nombreuses activités programmées par la mairie. La prochaine sera une soirée laser game à l'espace Léo Ferré les 14 et 15 février prochains. Et on félicite la jeune Isabelle. Avis à toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir la main verte. La direction des affaires culturelles et la direction de l'aménagement urbain lancent la 2e édition du concours Dessine-moi un jardin. Elle débutera le 28 mars et vous avez jusqu'au 27 février pour vous inscrire. L'appel à participation s'adresse aux débutants comme aux jardiniers expérimentés résidant à Monaco. Le formulaire d'inscription est disponible notamment sur culture.mc. La pluie va nous accompagner encore toute la semaine. Et qui dit temps maussade dit cinéma. Rendez-vous donc mardi au Théâtre des Variétés. L'Institut audiovisuel propose la projection de Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Un film salué par la critique qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 87. Vincent Vatrican en dévoile un peu plus dans cet entretien mené par Fabien Bonnia. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce soir, on parle de la Palme d'Or de 1987, Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat. En quelques mots, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quelle est l'histoire ? Ça parle de religion ? Quelle est l'histoire ? L'histoire d'un abbé, l'abbé Donissant, qui, on va dire, est traversé par le doute et par des forces, comment les qualifier, et contradictoire. Des forces maléfiques, ouais. Qui l'amènent à douter de sa foi et de sa mission. Le film repose là-dessus.
Le film repose évidemment, il faut le rappeler, sur le roman de Georges Bernanos. C'est pour ça d'ailleurs qu'on projette ce film, puisque c'est en partenariat avec l'Alliance française. Hein. Absolument, et on l'a choisi parce que le roman a été écrit en 1926, donc c'est le centenaire du roman. D'accord. Mais bon, autant le signaler, il se trouve que c'est le centenaire de l'Alliance française que des centenaires. Voilà. Ouais. Donc évidemment, le roman de Bernanos, que Piala connaissait bien et qu'il adapte au cinéma. Il faut peut-être ne pas passer sous silence que le film a reçu la Palme d'Or. Vous en parler plus tard, oui. Sous les huées du public. Justement, est-ce que de la presse, surtout plus que du public, non ? Quand il y a l'annonce de la Palme d'Or, c'est plus les... La projection de presse ne s'est pas nécessairement bien passée, la projection publique pas non plus. Comment est-ce qu'on explique ça, justement ? Je voulais vous poser la question, pourquoi il y a eu cette réaction ? Est-ce que vous la comprenez, cette réaction ? Alors, oui et non. Disons, si on parle du film, ce qui a été reproché à Piala, c'est d'avoir trahi Bernanos. D'accord. Et de s'être quelque part aussi trahi lui-même. Trahi Bernanos parce que, évidemment, il y a eu adaptation. Qui dit adaptation dit on réécrit ou on écrit différemment, on élague. Des personnages ont été évacués parce que Piala ne les estimait pas indispensables par rapport au propos. Et le propos, c'est quand même le personnage principal du film, cet abbé qui a recours à la mortification, qui est dans un état de doute sur ce qu'il doit croire, ce qu'il n'arrive plus à croire, et un problème de motivation. Le film choisit dans le roman 5 nuits, les 5 nuits qui vont nouer ce drame, mais donner justement, comme à chaque fois, des rencontres de personnages avec des dialogues où on retrouve la langue de Bernanos et où il y a cette tension, et cette tension qu'arrive véritablement Piala à mettre en scène, et ce qui a toujours fait j'allais dire, la force de son cinéma. Vous nous conseillez d'aller voir ce film ? C'est un film pour moi majeur dans l'œuvre de Piala, qui lui-même est sans doute un des plus grands cinéastes français. À ce point, okay. Ah oui. Allons voir Sous le soleil de Satan. Merci Vincent. Merci Fabien. Je suis sûr qu'un mot de moi, mon Dieu, ressusciterait ce petit mort. Je ne serais pas surpris que vous ayez formé quelques vœux dangereux. Qui m'empêcherait de redevenir ce que j'étais avant ? Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Théo Schumer. Nous vous proposons demain d'écouter ou de réécouter le podcast d'Olivier Wenden, récemment nommé directeur de cabinet du Prince souverain. Il porte un regard sur la Fondation Prince Albert II qu'il s'apprête à quitter le mois prochain. Il en aura été depuis octobre 2019 le vice-président et administrateur délégué. Ce lundi, c'est Émilie Rousseau qui prendra les commandes de votre 19h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Belle soirée sur Monaco Info.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver même si les nouvelles du temps ne sont pas très réjouissantes. C'est sous un ciel nuageux que nous commencerons la semaine à Monaco dès demain matin. La pluie pourra ensuite se joindre à la fête dans l'après-midi. La seule bonne nouvelle, c'est probablement le retour des éclaircies, mais à partir de mercredi. Pour ce qui est des températures, demain il faudra compter 11 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi. Voilà pour les prévisions. Ce lundi 9 février, nous souhaiterons une bonne fête aux Apollines et notez que ce sera la journée mondiale de la langue grecque. C'est le moment de vous y mettre. Allez, belle soirée avec nous.